restituer cette historicité exige que la consommation culturelle ou intellectuelle soit prise elle-même comme une production qui certes ne fabrique aucun objet mais constitue des représentations qui jamais ne sont identiques à celles que le producteur, l'auteur ou l'artiste a investies dans son œuvre. C'est pourquoi il faut sans doute accorder une portée générale à la définition que donne Michel de Certeau de la consommation culturelle de masse qui caractérise aujourd'hui les sociétés occidentales. À une production rationalisée, expansionniste, autant que centralisée, bruyante et spectaculaire, correspond une autre production qualifiée de consommation. Celle-ci est rusée, elle est dispersée, mais elle s'insinue partout, silencieuse et quasi invisible, puisqu'elle ne se signale pas avec des produits propres, mais en manière d'employer les produits imposés par un ordre économique dominant. Annuler la coupure entre produire et consommer, et d'abord affirmer que l'œuvre ne prend de sens qu'à travers les stratégies d'interprétation qui construisent ses significations. Celle de l'auteur est une parmi d'autres qui n'enferme pas en elle la vérité, supposée unique et permanente de l'œuvre, par là peut-être restituer une juste place au créateur, dont l'intention, claire ou inconsciente, ne contient plus toute la compréhension possible de sa création, mais dont le rapport à l'œuvre n'est pas pour autant évacué. Définie comme une autre production, la consommation culturelle, par exemple la lecture d'un texte, peut ainsi échapper à la passivité qui traditionnellement lui est attribuée. Lire, regarder ou écouter sont en effet autant d'attitudes intellectuelles qui, loin de soumettre le consommateur à la toute-puissance du message idéologique et ou esthétique qui est censé le modeler, autorisent en fait réappropriation, détournement, défiance ou résistance. Ce constat conduit à repenser totalement le rapport entre un public désigné comme populaire et les produits historiquement divers, livres et images, sermons et discours, chansons, romans photos ou émissions de télévision proposées à sa consommation. L'attention oblique qui, pour Richard Hogarth, caractérise le déchiffrement populaire contemporain de ces matériaux est une des clés autorisant à élucider comme la culture du plus grand nombre peut à toute époque, grâce à une mise à distance, s'aménager une place ou instaurer une cohérence propre dans les modèles qui lui sont imposés de force ou de gré par les groupes ou les pouvoirs dominants. Une telle perspective amène à donner un contrepoids à celle qui porte l'accent sur les dispositifs discursifs ou institutionnels qui, dans une société, visent à quadriller le temps et les lieux, à discipliner les corps et les pratiques, à modeler par l'agencement réglé des espaces, les conduites et les pensées. Ces technologies de la surveillance et de l'inculcation doivent toujours composer avec les tactiques de consommation et d'usage de ceux qu'elles ont pour fonction de façonner. Loin d'avoir l'absolue efficacité acculturante qu'on leur suppose trop souvent, ces dispositifs de tous ordres, dont font partie nombre des matériaux qui sont habituellement l'objet de l'histoire culturelle, laissent nécessairement une place au moment où ils sont reçus, à l'écart, au détournement, à la réinterprétation. Ces remarques qui remettent en cause tout un ensemble de postulats implicites dans l'histoire socio-culturelle française d'aujourd'hui, à l'œuvre en particulier dans l'interprétation de la réforme catholique, dont les effets sont supposés avoir radicalement détruit une ancienne culture folklorique. Nous éloignent-elles de l'histoire intellectuelle, même strictement définie? Il ne semble pas, dans la mesure où elles incitent à situer tout texte en relation avec lecture, contre la conception chère aux historiens de la littérature ou de la philosophie, selon laquelle le sens d'un texte serait caché en lui, comme un minerai dans sa gangue, la critique étant dès lors l'opération qui fait venir au jour ce sens scellé. Il faut rappeler que la signification est le produit d'une lecture, une construction de son lecteur. Celui-ci ne prend ni la place de l'auteur, ni une place d'auteur. Il invente dans les textes autre chose que ce qui leur est leur intention. Il les détache de leur origine, perdue ou accessoire. Il en combine les fragments et il crée de l'insu dans l'espace qu'organise leur capacité à permettre une pluralité indéfinie de significations. Conçus comme un espace ouvert aux lectures multiples, les textes, mais aussi toutes les catégories d'images, ne peuvent donc être appréhendés ni comme des objets dont il suffirait de repérer la distribution, ni comme des entités dont la signification se dirait sur le mode de l'universel. Ils doivent être rapportés
aux réseaux contradictoires des utilisations qui les ont historiquement constitués. Ce qui pose à l'évidence deux questions. Qu'est-ce que lire? Comment restituer les lectures anciennes? Les réponses ne sont guère assurées, mais il est clair que l'histoire intellectuelle ne pourra pas longtemps les éviter. À titre provisoire, il est sans doute de bonne méthode de ne refuser aucune des saisies qui autorisent à reconstituer au moins partiellement ce que les lecteurs faisaient de leur lecture. La saisie directe au détour d'une confession, écrite ou orale, volontaire ou extorquée, l'examen des faits de réécriture et d'intertextualité, où s'annule la coupure classique entre écriture et lecture, puisqu'ici l'écriture est elle-même lecture d'une autre écriture. Enfin, l'analyse sérielle de corpus fermé dans la mesure où l'infléchissement des motifs à l'intérieur d'un genre donné, par exemple les livrets de civilité ou les préparations à la mort, se situe à la croisée d'une intention, celle des producteurs de textes, et d'une lecture, celle de leur public. Sans la réduire à une histoire de la diffusion sociale des idées, l'histoire intellectuelle doit donc poser comme centrale la relation du texte aux lectures individuelles ou collectives qui à chaque fois le construisent, c'est-à-dire le décomposent pour une recomposition. Mais quel est le statut de ces textes multiples que l'histoire intellectuelle se donne comme objet d'analyse? Traditionnellement, c'est leur fonction même qui est supposée leur donner une unité. Tous, en effet, constitueraient des représentations d'un réel qu'ils s'efforceraient d'appréhender sous des modalités diverses, philosophiques ou littéraires. L'opposition entre réalité et représentation est ainsi posée comme primordiale, à la fois pour distinguer des types d'histoire et discriminer des types de textes. À l'historien des économies et des sociétés qui restitue ce qui était s'opposerait celui des mentalités ou des idées dont l'objet n'est pas le réel, mais les manières dont les hommes le pensent et le transposent. À cette division du travail historique correspond une division des matériaux propres à chaque champ. Au texte documentaire, qui soumis à une juste critique, révèle ce qu'était la réalité ancienne, s'opposeraient les textes littéraires dont le statut est celui de la fiction, et qui ne peuvent donc pas être tenus pour des témoins de réalité. Ce partage fondamental n'a été altéré ni par la construction en forme de séries statistiques des documents anciens, ce qui ne fait qu'accentuer leur valeur de vérité, ni par la récente utilisation de textes littéraires par les historiens, puisque dans ce cas, ils perdent leur nature littéraire pour être ramenés au statut de documents recevables, parce que disant sur un autre mode ce que l'analyse sociale a établi par ses propres procédures, le texte individuel devient illustration vécue des lois de la quantité. Ce sont ces partages trop simples qui remettent en cause aujourd'hui les historiens. À l'écoute de la critique littéraire contemporaine ou de la sociologie, il est clair qu'aucun texte, même le plus apparemment documentaire, même le plus objectif, par exemple un tableau statistique dressé par une administration, n'entretient un rapport transparent avec la réalité qu'il appréhende. Jamais le texte littéraire ou documentaire ne peut s'annuler comme texte, c'est-à-dire comme un système construit selon des catégories, des schèmes, des pertes de perception et d'appréciation, des règles de fonctionnement, qui renvoient à ces conditions mêmes de production. Le rapport du texte au réel se construit selon des modèles discursifs et des découpages intellectuels propres à chaque situation d'écriture, ce qui conduit à ne pas traiter les fictions comme de simples documents, reflets supposés de la réalité historique, mais à poser leur spécificité en tant que texte situé en rapport à d'autres textes et dont l'organisation comme la forme vise à produire autre chose qu'une description. Ce qui amène ensuite à considérer que les matériaux documents obéissent eux aussi à des procédures de construction où s'investissent les concepts et les obsessions de leurs producteurs et où se marquent des règles d'écriture particulières au genre dont ils relèvent. Ce sont ces catégories de pensée et ces principes d'écriture qu'il faut donc mettre au jour préalablement à toute lecture positive du document. Le réel prend ainsi un sens nouveau. Ce qui est réel, en effet, n'est pas seulement la réalité visée par le texte, mais la manière même dont il la vise, dans l'historicité de sa production et la stratégie de son écriture. La seule définition actuellement recevable de l'histoire intellectuelle ou culturelle paraît donc être celle que donne Karl Chomsky, dans la mesure même où il ne lui assigne ni méthodologie particulière, ni concept obligé, mais indique seulement la double dimension d'un travail. L'historien cherche à situer et à interpréter l'œuvre dans le temps
et à l'inscrire à la croisée de deux lignes de force, l'une verticale, diachronique, par laquelle il relie un texte ou un système de pensée à tout ce qui les a précédés dans une même branche d'activité culturelle, peinture politique. L'autre horizontale, synchronique, par laquelle l'historien établit une relation entre le contenu de l'objet intellectuel et ce qui se fait dans d'autres domaines à la même époque. C'est à l'évidence une même conception de la tâche de l'historien intellectuel que partage Hayden White en lui proposant un double modèle et un double questionnaire. Gombrich et Kuhn nous ont donné les modèles pour écrire l'histoire des genres, des styles et des disciplines. Goldman nous montre comment les assembler dans les tableaux plus larges fournis par les historiens de la société, de la politique et de l'économie. Sans forcément le dire, ceux qui en France tentent de comprendre les objets intellectuels, pour reprendre le mot de Schwarzke, donnent leur accord à cette définition de l'espace culturel et donc du terrain même de leur étude, comme un espace à deux dimensions, ce qui permet de penser une production intellectuelle ou artistique, à la fois dans la spécificité de l'histoire de son genre ou de sa discipline. Dans son rapport aux autres productions culturelles qui lui sont contemporaines et dans ses relations avec différents référents situés dans d'autres champs de la totalité, sociale, socio-économique ou politique. Lire un texte ou déchiffrer un système de pensée consiste donc à tenir ensemble ces différentes questions qui constituent dans leur articulation ce que l'on peut considérer comme l'objet même de l'histoire intellectuelle. Pourtant, derrière sa force d'évidence, une telle définition recèle encore bien des pièges. Deux concepts y font en effet problème et risquent d'égarer. Celui d'objet intellectuel, intellectual object, celui de culture. Après Foucault, il est bien clair en effet qu'on ne peut considérer ces objets intellectuels comme des objets naturels dont seuls changeraient les modalités historiques d'existence. La folie, la médecine, l'État ne sont pas des catégories pensables sur le mode de l'universel et dont chaque époque particulariserait le contenu. Derrière la permanence trompeuse d'un vocabulaire qui est le nôtre, il faut reconnaître non des objets, mais des objectivations qui construisent à chaque fois une figure originale, comme l'écrit joliment Paul Veyne, dont nous suivons ici le commentaire. Dans ce monde, on ne joue pas aux échecs avec des figures éternelles, le roi, le fou. Les figures sont ce que les configurations successives sur l'échiquier font d'elles. Ce sont donc les relations aux objets qui constituent ceci d'une façon spécifique et selon des assemblages et des distributions toujours singuliers. L'histoire intellectuelle ne doit pas se laisser prendre au piège des mots qui peuvent donner l'illusion que les différents champs de discours ou de pratique sont constitués une fois pour toutes, découpant des objets dont les contours, sinon les contenus, ne varient pas. Tout à l'inverse, elle doit poser comme centrale les discontinuités qui font que se désignent, s'agrègent et se dispersent, dans des manières différentes ou contradictoires selon les époques, les savoirs et les actes. C'est là son objet même, à savoir rapporter les prétendus objets naturels aux pratiques tactées et rares, qui les objectivisent, et expliquer ces pratiques non à partir d'un moteur unique, mais à partir de toutes les pratiques voisines sur lesquelles elles s'ancrent. Ce qui est restitué sous les pratiques visibles ou les discours conscients, la grammaire cachée ou immergée, comme écrit Veyne, qui en rend raison. C'est en identifiant les partages et les relations qui ont constitué l'objet qu'elle veut appréhender que l'histoire des idées, des formations idéologiques, des pratiques discursives, peu importe la désignation, pourra le penser sans le réduire à n'être qu'une figure circonstanciée d'une catégorie supposément universelle. Aussi risqué que celui d'objet intellectuel, le concept de culture. Cette discussion n'est pas de mise ici. Tout au plus peut-on noter qu'une représentation commune, particulièrement sensible dans l'affirmation d'une histoire sérielle du troisième niveau, construit la culture comme une instance de la totalité sociale, située au-dessus de l'économique, et du social censé restituer les deux premiers niveaux de l'échafaudage. Cette tripartition, utilisée comme une commodité chez les historiens quantitativistes pour délimiter différents champs d'application du traitement sériel, reproduit en fait le découpage marxiste tel que l'a systématisé Louis Althusser. Ce partage, qui postule d'une part qu'une des instances, l'économique, est déterminante, d'autre part que le culturel ou l'idéologique, forme un niveau à part, clairement identifiable et cantonné dans des limites reconnaissables de la totalité sociale, ne paraît plus recevable. En fait, ce qu'il faut penser, c'est comment
toutes les relations, y compris celles que nous désignons comme des rapports économiques ou sociaux, s'organisent selon des logiques qui mettent en jeu en acte les schèmes de perception et d'appréciation des différents sujets sociaux, donc les représentations constitutives de ce que l'on peut appeler une culture, qu'elle soit commune à l'ensemble d'une société ou qu'elle soit propre à un groupe déterminé. Le plus grave dans l'acception habituelle du mot culture n'est donc pas tant qu'elle recouvre généralement les seules productions intellectuelles ou artistiques d'une élite, mais qu'elle laisse supposer que le culturel ne s'investit que dans un champ particulier de pratique ou de production. Penser autrement la culture, dont le champ même de l'histoire intellectuelle exige de la concevoir comme un ensemble de significations qui s'énoncent dans les discours ou les conduites apparemment les moins culturelles, comme le fait Clifford Geertz. Le concept de culture auquel j'adhère désigne un ensemble de significations historiquement transmis et inscrits dans des symboles, un système de conception hérité exprimé dans ces formes symboliques au moyen desquelles les hommes communiquent, perpétuent et développent leur savoir sur la vie et leurs attitudes vis-à-vis d'elle. C'est donc une articulation neuve entre cultural structure et social structure qu'il faut construire sans y projeter ni l'image du miroir, qui fait de l'une le reflet de l'autre, ni celle de l'engrenage, où chacun des rouages répercute le mouvement primordial qui affecte le premier maillon de la chaîne.